Bonsoir à tous. Émission avec évidemment une nouvelle réforme intervenue en plein milieu de l'été. C'est toujours l'été que les grandes réformes se déroulent, comme vous le savez. Et cette réforme, elle va impacter très largement le procès civil. Alors, on va parler d'un sujet qui nous intéresse tous, parce qu'on est tous amenés un jour à aller en justice. Et puis, ça intéresse également les avocats, puisque notamment pour notre cabinet, c'est à peu près 40% des contentieux que nous réglons tous les jours au sein du cabinet. Alors, cette émission n'est pas en direct, malheureusement, mais vous aurez quand même le plaisir de pouvoir la voir lundi à 20h. Et elle n'est pas préenregistrée avec Pierrick. Malheureusement, nos emplois du temps n'ont pas été compatibles. Mais bien évidemment, je vous invite à suivre Pierrick sur ses différents réseaux et à vous abonner notamment à sa chaîne YouTube afin de le soutenir pour tout le travail formidable qu'il fait à mes côtés. Alors, la réforme de procédure civile 2025, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vous ai écrit, comme d'habitude, un article juridique qui accompagne l'émission de ce jour. Vous pourrez la retrouver dans la description de la vidéo. Et évidemment, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin sur le sujet grâce à cet article. Ce qu'on va retenir, c'est que, en principe, la justice, c'est une des missions régaliennes de l'État. En d'autres termes, l'État doit rendre la justice. C'est quelque chose qui est séculaire, qui est là depuis très longtemps. Déjà au temps du Moyen-Âge, on avait compris que la justice était le monopole des seigneurs, puis du roi et enfin de l'État. Et ce, pour une raison très simple, on voulait faire en sorte que chacun ne puisse pas se faire justice soi-même. C'est quand même quelque chose d'assez terrible de subir la violence qui engendre également la violence. C'est la raison pour laquelle la justice fait partie de ses missions régaliennes. Mais la réforme de la procédure civile de 2025, sans remettre en cause ce principe, va davantage privatiser la justice. Alors, comment va-t-elle faire pour privatiser la justice? Elle va utiliser des mots qui sont assez sympathiques, redonner du pouvoir aux parties, que le procès civil redevienne la chose des parties, qu'ils soient les maîtres de la procédure, que cette procédure puisse permettre d'accélérer les contentieux, mais surtout que ça puisse évidemment rendre la justice plus efficace. Alors oui, évidemment, on a des choses positives qui interviennent avec cette loi et avec ce décret du 18 juillet 2025. Je vous invite à le lire, mais bien évidemment, il y a des choses qui ne sont pas écrites dedans et qui vont être le quotidien à la fois des avocats, des justiciables, mais également des magistrats. Alors, l'objectif de la réforme, c'est de simplifier. Bon, pas sûr et certain que ça on simplifie quoi que ce soit, on change simplement les règles. On renforce le rôle des parties, ça c'est vrai, évidemment. On va avoir ce qu'on appelle l'instruction conventionnelle. L'instruction conventionnelle, c'est qu'en fait, ce sont les parties qui vont se mettre d'accord pour décider comment est-ce qu'on va juger l'affaire, notamment en déployant ce qu'on appelle le calendrier de procédure. On prévoit par exemple que dans un mois, la partie adverse réplique, dans 2 mois, la partie qui a assigné, va répliquer également, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on fixe une date d'audience. Si chacune des parties respecte ces délais, évidemment, la procédure peut aller extrêmement rapidement, mais surtout, en plus, les magistrats ont l'obligation de rendre ces audiences prioritaires. Ces dossiers sont prioritaires sur ceux qui n'ont pas recours à l'instruction conventionnelle. On va instaurer également et renforcer les modes amiables de règlement des différends, conciliation, médiation, convention de participation. Évidemment, tous ces mécanismes permettent de résoudre amiablement un litige, et ça va être forcément renforcé ici, puisque ce sera dorénavant une procédure, une étape obligatoire. Avant de rendre la justice, vous serez obligé, en saisissant le juge, de passer par cette étape qui vient donc s'ajouter et qui va avoir pour objectif de vous permettre de régler plus rapidement les litiges qui peuvent vous opposer à votre voisin ou à toute autre personne dès lors qu'il s'agit d'un litige qui implique 2 parties privées. Parce qu'ici, encore une fois, je ne parle que de la justice privée. Je ne parle pas de la justice devant les tribunaux administratifs, la justice qui peut concerner les administrations. Ce n'est pas du tout le cas ici. Donc, je vous ai parlé de l'instruction conventionnelle, on va fixer ensemble le calendrier, on va décider aussi des points de droit ou de fait qui peuvent faire l'objet d'un débat, on va décider ensemble si on désigne un technicien, un médiateur, un conciliateur, on peut aussi organiser une expertise, et on va organiser librement la communication des écritures et pièces entre elles, selon les modalités qui sont adaptées. Alors évidemment, tout ça c'est très bien, mais qu'est-ce qui se passe si jamais une des parties
fait œuvre de mauvaise volonté. Qu'est-ce qui se passe si on ne respecte pas les consignes qu'on s'est fixées, sachant que ce n'est pas toujours la faute de l'avocat, hein. Moi, je sais que souvent, dans les dossiers, malheureusement, j'ai un peu de mal à récupérer les pièces de mes clients ou simplement à pouvoir m'entretenir avec eux et pouvoir bien comprendre le litige qui les concerne. Donc ça, c'est pas toujours de la faute de l'avocat, hein, qui ne va pas respecter le calendrier. Mais on voit bien qu'ici, on peut utiliser cette procédure dans un but simplement de gagner du temps. Eh bien, dans ce cas-là, bien évidemment, le juge va reprendre la main sur le litige et donc à ce moment-là, on va repartir sur ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un calendrier qui est fixé par les magistrats et qui est plus ou moins obligatoire jusqu'à ce que les parties aient pu échanger l'intégralité de leurs pièces, de leurs arguments et qu'on puisse juger l'affaire. On va faciliter le recours à des accords amiables, on va revêtir ces accords de la formule exécutoire, c'est ce qui vous permet d'aller chercher un commissaire de justice, les anciens huissiers de justice, pour faire exécuter une décision de justice. En d'autres termes, les accords auront la même force qu'une décision de justice. Donc faites attention à ce que vous allez signer. Et enfin, ces accords seront homologués par le juge qui pourra dire oui, non, et c'est tout. C'est tout. Il ne pourra pas vous dire, bon, là par contre, moi je ne suis pas d'accord, on pourrait modifier ce point. Donc ça, ce sont les éléments importants qui ont été mis en place. Alors ici, c'est une petite subtilité, je trouvais que c'était intéressant. Est-ce que c'est obligatoire de tenter de résoudre amiablement le litige avant de saisir un juge? La réponse est non. On reste cantonné au litige fixé par l'article 750-1 du Code de procédure civile, essentiellement les petits contentieux inférieurs à 5 000 € et puis les contentieux relatifs à des troubles de voisinage. Mais en dehors de ces cas-là, il n'y a pas d'obligation de saisir amiablement un conciliateur, un médiateur, ou de mettre en place une tentative de résolution amiable avant de saisir un juge. Là-dessus, pas d'évolution. En revanche, c'est bien une nouvelle étape de la procédure, c'est-à-dire la conciliation amiable. Alors, elle n'est pas obligatoire dans le sens où c'est le juge qui va décider de vous orienter vers une conciliation, une médiation, une convention participative, qu'importe, mais on va quand même écouter la volonté des parties. Donc ça, c'est quand même intéressant. Donc si vous demandez plutôt un conciliateur plutôt qu'un médiateur, c'est intéressant pour la simple et bonne raison que le conciliateur est gratuit alors que le médiateur, lui, est payant. On va, en revanche, une nouveauté, vous enjoindre de participer à une réunion d'information sur les résolutions amiables de votre litige. Et si vous n'y allez pas, là, ça peut être sanctionné d'une amende civile de 10 000 €. Donc c'est quand même assez important. Il va falloir quand même être dans une disposition de résolution amiable, même si à la fin, vous le savez, vous n'allez pas pouvoir concilier parce que simplement vos positions sont trop éloignées. L'encadrement des délais d'émission, c'est précisé qu'il y a 5 mois, renouvelable une fois pour 3 mois pour les durées de médiation et conciliation. Bon, quelles sont les sanctions si jamais on ne respecte pas ces délais? Et est-ce que malgré tout, on peut quand même les reporter si les parties sont toujours d'accord pour utiliser la médiation et la conciliation? Ça, le texte ne dit rien à ce sujet. Comment la réforme affecte-t-elle le procès civil? Alors, ça va avoir un impact concret pour les parties, puisqu'il va falloir être dans une logique beaucoup plus participative. Jusqu'à maintenant, c'était essentiellement le juge qui fixait les dates, les délais, et donc nous, on subissait. Là, ici, on va pouvoir reprendre un peu la main, mais bon, à condition qu'on ait une partie adverse qui soit aussi disposée. On va renforcer le rôle du juge dans l'orientation. C'est lui qui va vous orienter plutôt vers un médiateur, un conciliateur. Bref, c'est lui qui va essayer de vous aider, d'être un facilitateur dans la résolution de votre litige. Bien entendu, à partir du moment où il y a un échec, il reprend son rôle ancien qui est de trancher le litige. L'instruction conventionnelle devient donc la norme. L'instruction judiciaire, ce qui existait jusqu'à maintenant, va donc devenir l'exception. Alors, le rôle des avocats va évidemment changer, puisqu'on va davantage être dans une logique de négociation. Alors, c'était déjà le cas auparavant, simplement que dorénavant, il va falloir qu'on rende des comptes au juge et qu'on organise avec la partie adverse un calendrier de procédure et éventuellement d'autres éléments de la procédure. Alors, ça fonctionnera bien avec certains avocats, ça fonctionnera moins bien avec d'autres. Et puis surtout, malheureusement, c'est aussi un des points qui n'a pas été pris en compte par la réforme, c'est que fait-on lorsqu'on a deux parties qui n'entendent pas s'accorder, parce que c'est quand même très souvent ce qui va se passer. Bon, ça, c'est ce que je vous réserve sur la fin de l'émission, restez jusqu'au bout. Vous imaginez bien que si je vous parle de la réforme de procédure civile, c'est pas pour vous dire qu'elle est exceptionnelle, qu'elle est géniale, c'est justement pour vous dire que c'est encore une nouvelle manœuvre pour tenter de privatiser la justice et ainsi éviter de rajouter d'autres moyens financiers et humains dans ce service public qui aujourd'hui, malheureusement, n'est pas de nature à satisfaire une très grande partie d'entre vous, à commencer par les magistrats,
les justiciables et enfin les avocats, parce que nous, on est un peu le service après-vente. Quand les clients ne sont pas contents, c'est nous qui devons leur expliquer que la justice ne fonctionne pas très bien. Donc ça, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on va... Je pense qu'on est arrivé un petit peu au bout de ce qu'on avait à dire sur le sujet. Si ça vous intéresse, hein, j'ai plus développé la question des modes de résolution amiable et de l'instruction conventionnelle. Mais ce qui va surtout nous intéresser, c'est vraiment les critiques que j'ai formulées par rapport à ça, qui sont aussi des critiques partagées par le syndicat national des magistrats et également par un certain nombre de mes confrères qui ont attiré mon attention sur le sujet parce que clairement, il est vrai, je n'avais pas vu passer cette réforme au plein cœur de l'été, hein, décret du 18 juillet 2025, et pour autant, elle va avoir des répercussions qui sont assez spectaculaires sur la manière dont on va juger vos affaires. Donc, tout d'abord, les délais de la justice vont être forcément allongés par la réforme de la procédure civile. Vous le savez, c'est vraiment un des combats que mon cabinet mène depuis plusieurs années, combattre systématiquement les délais anormalement longs de la justice. Je vous ai expliqué que les délais de la justice étaient considérés comme déraisonnables au-delà de 24 mois. C'est déjà le cas dans un certain nombre de procédures judiciaires avant même qu'on introduise cette phase obligatoire qu'elle est la tentative de résolution amiable. Ici, cette tentative de résolution amiable, elle va forcément allonger les délais de traitement des affaires lorsqu'il n'y aura pas d'accord. Et malheureusement, ce sera très souvent le cas parce que, je le rappelle, je ne sais pas dans quel monde évoluent nos instances, mais la réalité du terrain, c'est que très souvent, on a des personnes qui ont la volonté de faire appliquer leurs droits et qui n'entendent pas du tout faire accepter des conditions qui seraient inférieures à ce que la loi leur garantit. On n'est pas du tout non plus dans une logique où les parties, lorsqu'elles saisissent un juge, sont dans une logique de résolution amiable. On est dans une logique où elles ont tout tenté préalablement et rien n'y a fait. Si on parle par exemple de la problématique des airbags Takata, on a ici avec nous plus de 200 conducteurs qui ont assigné Stellantis en vue d'obtenir une résolution amiable. Ne pensez-vous pas qu'ils ont tenté, avant de saisir un avocat, de résoudre amiablement le litige, notamment en sollicitant un véhicule de prêt, un changement rapide de l'airbag et, à défaut de tout cela, au moins une indemnisation, ne serait-ce que symbolique, pour tenter de sensibiliser le géant industriel sur le fait que d'avoir été privé d'un véhicule pendant plus de 6 mois et d'avoir des véhicules qui étaient dangereux depuis plusieurs années, ça méritait tout de même une reconnaissance, ne serait-ce que symbolique sur le plan pécunier. Ne pensez-vous pas que dans les 200 personnes dans le cadre d'une tentative de résolution amiable, c'est voué pertinemment à l'échec? Ça me paraît assez évident. Mais cette procédure, ce délai de traitement va venir s'allonger puisqu'on a prévu 3 mois à 5 mois minimum. Et s'il n'y a pas de résultat, on ne sait pas ce qui va se passer si jamais ces délais ne sont pas respectés. S'ils ne sont pas respectés, est-ce que ça va permettre de reporter à nouveau la conciliation? Quoi qu'il en soit, ces 5 mois, ça sera 5 mois incompressibles et il faudra ensuite attendre de ressaisir, de repartir sur une instruction judiciaire. Ça, on verra avec la pratique. Et c'est vraiment une des problématiques qui s'opposent, c'est qu'on vient d'ajouter une nouvelle phase au procès qui va venir allonger ce procès dans l'hypothèse où il n'y aura pas d'accord, et Dieu sait que ce sera très souvent le cas. Ça va également ralentir le processus judiciaire, parce que c'est une nouvelle étape qui va devoir être gérée par nos magistrats. Les magistrats vont devoir donc orienter les parties sur des réunions d'information en termes de médiation et de conciliation. Ils vont devoir également valider les protocoles d'accord qui auront été mis en place, mais surtout, ils vont devoir gérer de nouveau ces audiences qui vont être reportées et tous ces nouveaux dossiers qui vont arriver et qui vont s'accumuler. Au lieu de résoudre rapidement la problématique des délais anormalement longs de la justice, en fait, on a rajouté une nouvelle étape et on va repousser davantage ce qu'on appelle un délai raisonnable. Donc, on a aussi un temps d'adaptation des juridictions qui est déjà en tension et qui va conduire à une réorganisation profonde de l'instruction avec, je le rappelle, toujours pas plus de moyens pour éviter à la justice de s'enfoncer. On a également des nouvelles mesures dilatoires qui sont offertes aux parties. Évidemment, si demain j'ai une partie qui me dit « moi j'ai besoin de gagner du temps », on va utiliser ces mesures de conciliation et de médiation jusqu'au bout de manière à gagner du temps.
Parce que parfois, gagner du temps, ça vous permet de récupérer une créance à droite à gauche et de pouvoir satisfaire ensuite, dans un second temps, vos créanciers et éviter un contentieux. Ça peut également vous permettre de revendre la maison sur laquelle votre voisin est venu vous assigner. Et puis pendant ce temps-là, vous gagnez du temps pour pouvoir organiser votre départ, etc., etc. Donc on voit bien qu'en fait, on a des mesures qui sont offertes qui vont pouvoir, dans certains cas, faire gagner du temps à nos clients, alors même que derrière, ils n'ont aucune volonté de concilier. Ça, c'est nous, on défend l'intérêt des justiciables, on ne défend pas l'intérêt d'une justice qui va davantage être dans la conciliation. On a également, évidemment, une file d'attente de dossiers qui va se déplacer, mais qui ne va pas disparaître. On va ajouter une étape supplémentaire, mais on n'a aucune idée précise du nombre de contentieux qui permettent une résolution amiable. Si l'amiable, ça fonctionnait, ça fait fort longtemps que les juridictions auraient élagué leur stock de dossiers. Donc ça veut bien dire que, malheureusement, quand on a deux personnes qui n'entendent pas concilier, il n'y a pas grand-chose à faire. Quand les positions sont trop éloignées, malheureusement, il n'y a que le contentieux qui peut permettre de résoudre et de trancher. Et après tout, ce qu'on demande à un magistrat, c'est de trancher un litige. Ce n'est pas d'être la boîte aux lettres des conversations entre chacune des parties. Également, ça pose une question sur la gratuité de l'accès à la justice. C'est un deuxième argument qui me fait un peu hérisser le poil, c'est qu'on a ici donc la volonté de maintenir l'accessibilité à la justice en considérant qu'elle est gratuite. Le recours à un avocat n'est pas gratuit, mais le recours à un juge est gratuit. Et on a des mesures amiables qui sont payantes, c'est-à-dire en généralisant la procédure amiable et en imposant des étapes préalables, comme la réunion d'information sur la médiation et la conciliation, on va progressivement mettre fin à la gratuité réelle de l'accès au juge, parce que ce sont les parties qui vont payer le médiateur. Le conciliateur reste toujours gratuit. La question sera de savoir si on peut imposer à un juge de vous orienter davantage vers un conciliateur qu'un médiateur. Ce que dit l'article 21 du Code de procédure civile, c'est qu'il doit vous orienter en l'accord avec les parties. Généralement, on demandera un conciliateur. On a également une justice qui se privatise par étapes. La direction prise par le gouvernement est celle d'une justice privatisée. Oui, la réforme de l'instruction confie aux parties assistées de leur conseil la charge principale de la mise en état. Si vous n'avez pas d'avocat, ça va être compliqué. Et puis alors, si vous prenez le premier avocat qui n'a pas le temps de s'occuper de votre dossier, ça va être encore plus compliqué. Et cette privatisation partielle du traitement des litiges déplace une partie des coûts de la puissance publique vers les justiciables eux-mêmes. En d'autres termes, on ne veut pas mettre davantage de moyens dans la justice, donc ce sera aux justiciables de payer. Je ne parle pas évidemment de l'aide juridictionnelle, pour eux ça ne va pas changer grand-chose, simplement le fait que les avocats qui vont accepter l'aide juridictionnelle vont devoir accomplir davantage de diligences que ce qu'elles accomplissaient jusqu'à maintenant. Ça va encore plus dissuader les avocats d'accepter l'aide juridictionnelle. Enfin donc, l'accès au juge devient conditionné à la capacité financière d'assumer ces nouvelles étapes. Alors évidemment, si on reste dans la conciliation, c'est bon, mais si on est dans la médiation, un médiateur, il faut le payer. On a un droit d'accès également qui est menacé. Et oui, l'État se désengage de la phase préparatoire du procès. Cette phase va donc revenir aux justiciables et à leurs avocats, ce qui va qui va nécessairement entraîner en fait une augmentation du budget qu'on va devoir accorder aux avocats. Ah oui, l'avocat, il va plus simplement conclure votre affaire, plus simplement plaider votre affaire, il va être aussi amené à devoir organiser avec la partie adverse un calendrier de procédure, différentes mesures pour pouvoir faire suivre votre dossier. On a donc une modernisation de la justice et sans le juge. Et il s'agit donc d'une justice qui n'envisage plus le caractère conflictuel comme étant parfois insurmontable, ce qui, je l'ai expliqué, est clairement être, à mon sens, à côté de la plaque. On a des personnes qui ne s'entendront jamais, c'est comme ça. Et ça, malheureusement, pour eux, ils ont cette étape supplémentaire. On va leur demander d'aller à une réunion d'information, et derrière, on n'a pas forcément un résultat qui sera bien meilleur. On a également des parties qui vont être désavantagées. Je vais en parler, c'est le droit à un procès équitable. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'un avocat vaut toujours un avocat ? Clairement non. D'ailleurs, c'est compris dans l'article 10 de la loi de 71. Les honoraires de l'avocat vont évoluer en fonction notamment de la notoriété de l'avocat ou de son domaine de compétence. Donc, c'est déjà considéré, au moins en filigrane, que tout avocat ne vaut pas un avocat. C'est normal. Et derrière, on aura forcément des parties qui pourront être désavantagées parce qu'ils ne pourront pas prendre l'avocat de leur choix, ils prendront l'avocat qu'ils peuvent se payer. Et avec lui, évidemment, sa compétence. Or, vous l'aurez compris, la réforme qui va entrer en vigueur, elle va avoir forcément un impact selon l'avocat, selon son rang social qui peut être supérieur, selon s'il a une équipe, s'il travaille tout seul. Imaginez Stellantis avec 10 avocats, je ne sais pas, je pense à eux parce que, évidemment, c'est un sujet très récurrent au sein du cabinet. Mais quand vous avez
un géant industriel qui a une équipe d'avocats face à lui, on imagine bien qu'assez aisément, il pourra imposer dans le cadre d'une négociation eh bien, sa position, ce qui est normal puisqu'il est en position de force, puisqu'ils vont pouvoir avoir plusieurs avocats, des avocats parfois expérimentés. Et heureusement, face à eux, on a notre cabinet. Mais c'est quand même, tout le monde n'aura pas forcément cette chance. Et évidemment, ceux qui auront malheureusement eh bien, la déconvenue de prendre parfois des avocats qui ne seront peut-être pas forcément toujours à l'aise face à ces nouvelles mesures de résolution amiable, eh bien, on pourrait avoir des parties qui pourraient être pénalisées parce qu'elles auront finalement eh bien, un accord qui sera peu favorable, mais qui sera poussé par un avocat qui souhaitera en finir rapidement avec cette affaire. Je rappelle, j'avais un jour un contentieux avec Air France. J'avais eu une discussion avec l'avocat d'Air France. J'étais à l'époque un peu plus jeune. Je n'avais pas eu une discussion très agréable. Alors, je ne m'étais pas laissé faire, bien évidemment, mais je me dis que si j'avais été plus fragile psychologiquement, je pense que j'aurais convaincu mon client soit de ne pas aller plus loin, soit d'accepter la première proposition formulée par mon confrère. Ce qui, évidemment, n'aurait pas forcément été dans son intérêt et surtout ce qui, à mon sens, ne devrait pas varier d'un avocat à un autre. Un dossier, soit il est bon, soit il n'est pas bon. Votre client, soit il vous donne mandat pour concilier et il vous indique dans quelles conditions vous voulez concilier, et vous n'avez pas à aller au-delà de ce qu'il vous demande. Vous pouvez le conseiller sur le refus d'un accord, mais en aucun cas vous devez le forcer ou en tout cas l'encourager à accepter un accord qui lui est défavorable parce que vous n'êtes pas à l'aise avec l'avocat ou l'équipe d'avocats que vous avez face à vous. Or, ce sera une réalité. Ce sera forcément une réalité, et ça, malheureusement, on n'en parle pas dans le décret. Donc, comment lutter face à une justice qui se désengage ? Et bien, dorénavant, se faire assister par un avocat, même pour un petit contentieux, c'est indispensable. Également, l'avocat va devoir construire une stratégie et tenter une résolution du litige. La logique visant à favoriser la résolution amiable devra donc être présente. C'était déjà notre cas, évidemment, à partir du moment où vous êtes de cette jeune génération à laquelle j'appartiens, on sait que bon accord est toujours mieux et préférable qu'un bon procès. En outre, par sa technique, ses idées, sa notoriété, il pourra faire peser les négociations en sa faveur. Évidemment, si vous mettez un avocat face à nous qui est faiblement expérimenté, qui n'a pas véritablement le temps et les moyens de pouvoir travailler le dossier, oui, on peut prendre le lead dessus. Et vous savez qu'une négociation, c'est ici que ça se passe. Regardez Trump dans ses négociations commerciales. Il a été effectivement extrêmement fort, extrêmement perspicace. C'est exactement la même chose qui va se passer lorsque vous aurez deux avocats, deux équipes d'avocats l'un face à l'autre. Il y aura forcément des rapports de force et les rapports de force vont se jouer dans la psyché. La signature de l'accord aura, elle, la force d'un jugement avec une intervention limitée du juge, ce qui n'est pas sans risque, parce que le juge, finalement, il n'est pas là forcément pour respecter vos intérêts. Il va être là pour dire, on est d'accord, il n'y a pas d'atteinte à l'ordre public, je valide, même si clairement, vous auriez pu avoir un jugement peut-être plus favorable. Dans la pratique, nous verrons, mais les parties qui seront mal acceptées accepteront des accords inacceptables, et on aura donc davantage d'injustice. Alors que, je le rappelle, la justice, c'est justement de rétablir l'équilibre là où il y a eu un déséquilibre, pas d'entretenir le déséquilibre institutionnel. Et enfin, on peut avoir aussi une négociation de la loi, ce qui est extrêmement dangereux. Lorsque la loi vous donne raison, on ne devrait pas pouvoir transiger avec celle-ci. La loi ne devrait pas être applicable en fonction de la personne que vous avez face à vous, si elle est facilement manipulable ou si elle est bien accompagnée ou mal accompagnée. On ne devrait pas pouvoir transiger avec l'application de la loi. Or, ce qu'on est en train de nous dire, c'est si vous faites un accord, même si c'est un mauvais accord et que ça ne respecte pas forcément la loi, on est capable de valider cet accord. Parce que, je le rappelle, il n'y a que les mesures d'ordre public sur lesquelles le juge pourra éventuellement revenir. Et pour les autres, si vous êtes mal accompagné, si vous n'avez pas la force psychologique et si évidemment vous êtes face à vous avec des personnes qui sont en mesure de force et qui sont capables de négocier, vous finirez peut-être par accepter l'application très défavorable de la loi alors que celle-ci aurait dû vous donner raison. Voilà un petit peu en résumé ce que j'avais à dire, des délais qui vont être allongés, une justice qui va être privatisée, un coût pour le justiciable qui va être plus important, et enfin un déséquilibre des parties qui va être accentué, puisqu'auparavant, même si vous aviez un avocat qui n'était pas forcément très fort à l'oral ou qui simplement n'avait pas la capacité de pouvoir négocier et d'avoir la capacité psychique de tenir face à des négociations qui parfois peuvent être un peu houleuses, vous aviez toujours le juge qui était finalement amené à trancher et à avoir le dernier mot. Là, dorénavant, ce sera terminé
et vous devrez davantage regarder les qualités intrinsèques de votre avocat et plus le prix, même si le prix n'a jamais été, à mon sens, un bon argument. Mais évidemment, là, clairement, vous ne pourrez pas avoir le même résultat selon que vous faites appel à un avocat qui sera expérimenté, qui sera combatif, qui aura la force psychologique de tenir face à des négociations qui parfois seront désavantageuses. Ce n'est pas forcément un sujet qui est agréable à entendre, mais oui, un avocat ne vaut pas un autre avocat. Alors, ça ne veut pas dire que tous les avocats sont mauvais, loin de là. On a des brillants confrères, j'en ai invité quelques-uns sur ma chaîne YouTube. Et évidemment, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas un très bon négociateur que vous n'êtes pas un bon avocat. C'est simplement qu'on vous demande d'acquérir une nouvelle compétence dans laquelle tout le monde n'excelle pas. Alors, vous pourrez retrouver mon analyse plus poussée sur mon site internet dans la description de la vidéo. Et évidemment, posez toutes vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Nous, on se retrouve mardi 5 août 2025 à 20h. Cette fois-ci, c'est en direct. J'aurai malheureusement pas le plaisir d'animer cette émission avec Pierrick, mais je reviendrai sur la loi du 5 août parce qu'on est 4 ans plus tard. 4 ans plus tard, il s'en est passé des choses et j'ai envie justement de vous dire où nous en sommes pour la question de la justice pour les soignants suspendus. Donc on se retrouve mardi 5 août 2025 à 20h en direct cette fois-ci. Posez toutes vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et d'ici là, je vous souhaite une belle soirée.